Soyez les bienvenus dans Économie le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, immersion à Tel Aviv, découverte d'une industrie qui fait souvent rêver. Nous irons à la Semaine internationale du diamant, 4e édition, l'occasion pour Israël de conforter sa position parmi les 4 plus gros exportateurs au monde. L'affluence est-elle au rendez-vous? Reportage dans un instant. Et puis comment maintenir un semblant d'activité lorsque la guerre tout autour fait rage depuis bientôt 4 ans? À Damas, nous ferons la connaissance de ces entrepreneurs syriens qui refusent de céder à la peur, à l'abattement. Atelier à ciel ouvert, en pleine rue parfois, leur détermination fait d'eux peut-être les moteurs d'une éventuelle reprise. Les détails tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, on passe en vue l'essentiel de ce qui fait l'actu éco à l'international. Et d'abord un premier bilan pour les rencontres des grands argentiers du G20 réunis à Istanbul, on en parlait hier. Alors une harmonie autour de la nécessité de soutenir la croissance au niveau mondial. Le temps presse, a rappelé Christine Lagarde, la patronne du FMI, face à la faible croissance persistante et au chômage toujours élevé dans de nombreux pays. Des désaccords en revanche sur les outils pour agir, monétaires et aussi budgétaires. Et sur ce point, Washington invite Berlin notamment à en faire davantage. La Grèce, le pétrole ont également mis au grand jour certaines tensions. La Turquie, pays organisateur, veut retenir le message de la confiance. La priorité pour l'économie mondiale, c'est restaurer la confiance. C'est l'essentiel pour nos consommateurs qui ont besoin de confiance pour dépenser. C'est important pour nos entreprises également qui ont besoin de confiance pour investir. Et c'est très important pour le secteur financier, pour les banques qui ont besoin de confiance pour prêter. Et avec des taux de croissance plus élevés, la confiance sera l'élément clé pour tous les pays du G20. Autre dossier sensible évoqué ces derniers jours à Istanbul, l'évasion fiscale dans la foulée du scandale SwissLeaks. Adopté l'an dernier, l'échange automatique d'informations bancaires est désormais en phase d'application. Et puis en parallèle, c'est bien sûr la lutte contre le financement du terrorisme qui était au cœur des discussions. La France souhaite une vraie coordination autour du gel des avoirs. On écoute le ministre des Finances, Michel Sapin. La question des petits mouvements, qui sont des mouvements en cash ou des mouvements qui sont anonymisés par des dispositifs de transfert spécifiques et qui permettent justement à des terroristes, lorsqu'ils veulent mener des actions à l'extérieur d'une zone qui serait une zone de combat, mais sur nos territoires, nous, dans les pays d'Europe, d'Asie ou d'Amérique, qui leur permettent de mener à bien leur œuvre destructrice. Voilà, et à propos d'évasion fiscale, sachez qu'en Espagne, le parti Podemos anti-austérité recrute Hervé Falciani, celui-même qui a permis les révélations sur le vaste système de fraude fiscale de HSBC Suisse. Il sera chargé d'aider la formation à rédiger des propositions sur la lutte contre la fraude fiscale. Elles figureront sur le programme de Podemos en vue des élections prévues à la fin de l'année. On reparle aussi du dossier de la dette grecque. Réunion exceptionnelle ce soir à Bruxelles pour les ministres des Finances de l'Eurogroupe. Dans un contexte, il faut le dire, on ne peut plus tendu. Nous ne voulons pas de conflit, mais nous y sommes prêts. Déclaration du patron des finances grecques. Hier à Athènes, le nouveau gouvernement de Tsipras a obtenu la confiance du Parlement. Discours très offensif du Premier ministre qui refuse tout diktat de Berlin. Pas question de prolonger le plan d'aide de la Troïka qui conditionne un soutien financier à de nouvelles mesures d'austérité. Alexis Tsipras demande toujours un échange de dette pour la rendre davantage soutenable. Quiconque choisit la voie de l'austérité ne fait rien de plus que de recycler et d'augmenter la dette. Nous voulons mettre fin à cette austérité exactement parce que nous voulons que la dette soit viable. Le Moyen-Orient. Et en attendant la signature du premier contrat peut-être à l'export pour le Rafale de Dassault, l'Égypte a profité de la visite en grande pompe de Vladimir Poutine pour conclure un accord préliminaire en vue de la construction d'une centrale nucléaire destinée à produire de l'électricité. Elle est censée accompagner le décollage économique espéré du plus grand pays arabe, renforcer aussi une Russie en quête d'appui politique dans la région. L'installation sera construite en principe dans la région de Dabas, c'est au nord du pays. Lorsque nous aurons atteint les décisions finales, nous construirons une centrale nucléaire qui produira de l'électricité et créera une nouvelle ère pour l'économie égyptienne. Ce projet comprend la construction du site, la formation des cadres, le développement des recherches scientifiques, c'est-à-dire un projet complet.
Voilà, et autre projet en Égypte, autre défi, celui de la modernisation du réseau de téléphonie mobile. Vodafone espère tirer profit de l'essor de la demande pour les données mobiles. 30% du chiffre d'affaires de la filiale locale sera réinvesti dans les 3 prochaines années pour y répondre. 1,25 milliard de dollars au total et l'ambition de s'imposer sur un marché fort de 80 millions d'habitants. C'est un énorme investissement en comparaison avec ce dont nous avons l'habitude. Le climat en Égypte est encourageant pour l'investissement. Nous croyons en la croissance de cette économie. Des projets comme le nouveau canal de Suez attirent déjà les capitaux. Cap sur l'Amérique du Sud et le Venezuela où les autorités ont annoncé hier une libéralisation partielle du très complexe marché d'échange. Concrètement, les 3 systèmes d'allocation de devises continueront d'exister, mais l'un d'entre eux devient libre et sera opéré par les banques et les maisons de change. Alors est-ce suffisant pour donner de l'air à une économie, on le sait, en récession ? Eh bien, beaucoup espéraient plutôt une franche dévaluation du bolivar, la monnaie locale. Nous initions un nouveau système, un système tout à fait libre dans lequel il y aura une offre et une demande de devises et ce sera le marché lui-même qui fixera le taux de change. En bref, on retiendra cette nouvelle page de l'histoire de la finance et c'est Apple qui l'écrit. 710,7 milliards de dollars, c'est le total à la clôture hier à Wall Street de la capitalisation boursière du géant californien. En hausse de près de 2%, c'est la première fois que la pomme reste au-dessus de la barre des 700 milliards en fin de séance. Un record absolu dans la foulée du bénéfice historique du groupe, on s'en souvient, au trimestre dernier, 18 milliards de dollars. Et puis le luxe et les grosses cylindrées ont rendez-vous à Doha cette semaine. 5 jours d'exposition pour un salon automobile qui avait attiré 150 000 visiteurs tout de même l'an dernier. Une trentaine de marques représentées et un marché aux attentes plutôt élevées. Les ventes de voitures ne cessent d'augmenter depuis 5 ans. La hausse annuelle était d'environ 12%. Pour les Mercedes, c'est autour de 25%. Le marché est prometteur et très bon. Dieu merci. Le client qatari a des goûts de luxe. Il aime les limousines de type classe S, AMG et autres voitures de haute performance et de luxe. Les gros plans comme promis sur le secteur du diamant en Israël, un pilier de l'économie sans doute moins médiatique que le secteur du high-tech. 9,3 milliards de dollars d'exportation tout de même l'an dernier pour les diamants taillés et bruts. Mais les profits sont en baisse. Alors les professionnels avaient rendez-vous à Tel Aviv cette semaine, la semaine internationale du diamant. Une ambition, conforter le pays parmi les leaders mondiaux du polissage. On garde le reportage sur place de Maël Ben-Oliel. Un marché pas comme les autres où chaque étal pèse à lui seul plusieurs centaines de milliers de dollars. Ici, pas de fruits ni de légumes, mais uniquement des diamants. La bourse aux diamants de Tel Aviv nous a exceptionnellement ouvert ses portes. La bourse aux diamants de Tel Aviv est la plus grande du monde et c'est ici, derrière moi, que tout se joue. Ils sont plus de 500 acheteurs à être venus du monde entier pour participer à la semaine internationale du diamant. Pour la 4e année consécutive, pendant une semaine, acheteurs et vendeurs se retrouvent en Israël, un des 4 plus gros exportateurs de diamants au monde. Cet événement revêt une importance considérable. Le diamant représente pour Israël plus de 20 milliards de dollars par an, donc on est obligé de vendre nos diamants et là, les acheteurs vont pouvoir nous aider. Dans cette salle des marchés, acheteurs et vendeurs négocient sans relâche toute la journée. C'est un événement exceptionnel pour nous acheteurs. Être dans la capacité d'avoir accès à beaucoup de différents types de diamants, différentes tailles et variétés. Vous savez, nous recherchons toujours des nouvelles formes et des tailles particulières pour certains de nos clients. Et ici, nous pouvons acheter des pierres qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Cette semaine internationale du diamant est une super plateforme. Nous pouvons voir beaucoup de différents fournisseurs avec différents produits dans un seul et même endroit. C'est aussi l'occasion de faire des nouveaux contacts, mais moi je suis surtout ici pour acheter. Certaines pierres se négocient pour des centaines de milliers de dollars. C'est le cas de celle-ci. Un diamant de 17 carats négociable aux alentours du million de dollars. Cette semaine nous permet de rencontrer des clients potentiels. Ils viennent des États-Unis, d'Europe ou d'Asie. Pour nous, connaître de nouveaux acheteurs est une chance. Il y en a aussi pour qui c'est la première fois en Israël et c'est bien de pouvoir leur montrer les capacités de ce secteur qui fait partie des leaders mondiaux dans son domaine. Un secteur qui a pourtant ralenti en 2014, mais les retombées de cette industrie n'en restent pas moins indispensables pour l'économie israélienne.
C'est un secteur où des dizaines de milliers d'employés travaillent. Le diamant représente un quart de l'exportation industrielle d'Israël, ce qui représente énormément d'argent. 7 milliards pour les diamants polis et 4 milliards pour les diamants bruts par an. Donc c'est très important et cela a une valeur ajoutée significative. J'espère qu'on va continuer comme ça et se développer encore plus. Et le défi pour Tel Aviv, se maintenir comme une plateforme incontournable du diamant, malgré la concurrence féroce de New York, Anvers et Hong Kong. Voilà, et portes ouvertes jusqu'à demain, jeudi. Allez, changement de décor et direction de la Syrie, l'inextricable conflit syrien, 4 ans bientôt de guerre civile et plus de 200 000 morts d'après les rapports. Inutile de rappeler que l'économie est en lambeaux, mais certains, à Damas, la capitale, veulent encore croire en l'avenir. Ils font tout, vous allez le voir, pour maintenir leur activité dans un environnement on ne peut plus hostile. Johanna Citruc. Voilà près de 4 ans que la Syrie est en proie à la violence. Une guerre civile dont le bilan dépasserait désormais les 210 000 morts. Malgré les conditions difficiles, certains travailleurs ne veulent pas se laisser abattre. C'est le cas par exemple de Ghassan. Ce forgeron a perdu son atelier dans les combats. Il reste quelques mois au chômage, mais manque rapidement d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Il décide donc d'en ouvrir un nouveau, cette fois à ciel ouvert. J'appelle tout le monde à vivre mieux, je les appelle à se réveiller le matin et à aller travailler, c'est la chose la plus importante. Ils ne doivent pas rester assis et se dire demain je vais faire ci et je vais faire ça, parce qu'il n'y a pas de demain. Vous devez vous concentrer sur aujourd'hui, sur cette minute. Tout le monde devrait aller travailler et nous sommes un bon exemple, nous travaillons dehors, dans la rue. Rester à l'extérieur pour limiter les dégâts liés au combat. À chaque entrepreneur, ses petites techniques pour travailler dans de meilleures conditions. C'est aussi le cas de Jamal. Il a réussi à récupérer dans son ancienne usine à l'abandon quelques machines qui fonctionnaient toujours afin de lancer sa nouvelle affaire. Aujourd'hui, il fabrique des petits ventilateurs en plastique. Je n'étais pas frustré, Dieu merci, j'ai tout commencé à partir de zéro et je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas beaucoup été affecté, je me suis dit, je vais rester dans ce pays et je vais récupérer les machines de l'ancienne usine et travailler, quel que soit le travail, et je n'irai pas ailleurs. Par ailleurs, une campagne a récemment vu le jour. Elle propose des réductions de prix pour certains produits. De quoi pousser les Syriens à consommer et donc soutenir ces travailleurs qui refusent de baisser les bras. Une façon également de stimuler l'économie. Car depuis le début du conflit, le pays a perdu près de 80% de sa capacité de production. Et pour finir cette édition, un détour par la Thaïlande, pays toujours instable politiquement. On se souvient du coup d'État militaire de l'an dernier. Et dans ce contexte, de nombreux Thaïlandais sont confrontés à la spirale infernale du surendettement. Étranglés par les prêts, ils en contractent de nouveau pour les rembourser, à des taux souvent exorbitants. La dette des ménages, c'est l'un des points noirs d'une économie qui reste en difficulté. Reportage. Dans cette banlieue de Bangkok, loin des gratte-ciel du centre-ville, Noon vit des temps difficiles. Aujourd'hui, son salaire d'ouvrier n'est plus suffisant pour payer ses dettes. Comme beaucoup de familles pauvres de classe moyenne, il a accumulé des prêts auprès des banques, mais aussi sur le marché noir de la dette, à des taux exorbitants. Aujourd'hui, nous devons réduire toutes nos dépenses. Nous avions l'habitude de manger ce que nous voulions, mais maintenant nous devons tout réduire parce que nous avons beaucoup de dettes et nous avons plus de dépenses que de revenus. La situation économique de la Thaïlande, déjà peu florissante avant le coup d'État de l'année dernière, semble avoir du mal à se remettre d'une crise politique qui a refroidi touristes et investisseurs étrangers. Et l'endettement des ménages est l'un des principaux défis pour la junte militaire désormais au pouvoir. Ces 2 dernières années, la situation a été très dure à cause de la dépression économique. Les gens des classes inférieures, comme les vendeurs ou les ouvriers, ne pouvaient pas gagner d'argent facilement et leur revenu n'est plus suffisant pour couvrir les dépenses. Jamais les ménages thaïlandais n'ont été aussi endettés qu'aujourd'hui et ce taux est l'un des plus élevés de la région, avec une économie qui stagne. Et les conséquences ne sont pas seulement financières. La situation de l'endettement est de pire en pire, ce qui entraîne de plus en plus de problèmes familiaux et de divorces. Dans ce contexte, le dernier recours pour les familles déjà surendettées est souvent le mont-de-piété.
Bijoux, électroménagers, ordinateurs, les boutiques de prêt sur gage, qui appartiennent souvent à l'État, ne désemplissent pas. Voilà des chantiers majeurs pour le pouvoir militaire en parallèle bien sûr du défi de la démocratie. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et vous retrouverez bien sûr toutes nos émissions sur notre site internet www.i24news.tv, rubrique replay. Et l'info continue, restez avec nous.